Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Atempo. Nous allons commencer d'ici 2 petites minutes à 11h01. Merci de votre patience. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Atempo consacré aujourd'hui au lancement de l'INA 7.0. Aujourd'hui, donc 2 intervenants. Donc Sylvie, Technical Product Manager pour l'INA. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Et Geoffrey, qui est notre Product Marketing Manager pour tout ce qui est data protection. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la session durera à peu près 45 minutes. Vous aurez l'occasion pendant tout le webinaire de poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et on y répondra donc à la fin. Le webinaire est enregistré, donc nous vous ferons parvenir le replay juste à la fin donc, de la session. Voilà, je pense que de mon côté, j'ai tout dit. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains. Et puis, bonne présentation à tous. Et puis, à tout à l'heure. Merci Cécile. Bonjour à tous. Je voulais commencer par ce webinaire en revenant un peu sur cette année 2023 faste pour l'INA, avec presque 3 versions qu'on a distribuées sur cette année. Donc, un l'INA 6 qui a apporté la gestion du multiserveur, une évolution en l'INA 6.1 qui a notamment permis la détection des anomalies de sauvegarde et possiblement de certains types d'attaques. Et aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, on vous annonce la mise à disposition de l'INA 7. Donc, et l'INA 7, la grande nouveauté, vous savez, l'INA historiquement sauvegardée sur le disque on-prem, l'INA 7 va être en capacité de sauvegarder sur le cloud de type S3. Et c'est la grande nouveauté de cette version. Il y en a d'autres. Je vais revenir dessus tout au long de ce webinaire. Donc en vous présentant les principales fonctionnalités. Je vous les affiche à l'écran. Donc on a cette fameuse sauvegarde vers du stockage objet S3. On va avoir des améliorations dans les restaurations, des améliorations sur les planificateurs des tâches automatiques. On a mergé aussi les logs ADE, les logs LINA. On va avoir des améliorations côté de rapport de conso sur les agents et des améliorations côté sécurité. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Et puis l'instant démo, Sylvie, à la fin du webinaire, prendra quelques minutes pour vous montrer finalement, réellement en live, à quoi ressemblent toutes ces nouveautés. Voilà, on prendra un peu de temps pour montrer ça en vidéo. Allez, j'attaque. Donc la sauvegarde S3, grande nouveauté de l'INA 7, avec
voilà, pas mal de nouvelles possibilités qui s'ouvrent autour du backup de poste avec Lina. Notre idée, c'était voilà, de laisser le choix finalement à l'utilisateur, à vous, clients finaux, MSP, de pouvoir choisir votre type de stockage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stockage objet, de stockage S3, de cloud. Ça va permettre notamment, hein, on a un prix qui est bien inférieur sur le stockage. Et l'idée de cette fonctionnalité, c'est vraiment essayer baisser le TCO, hein, Total Cost of Ownership, les coûts de revient. C'est vraiment ce qui nous tenait à cœur. En adressant une cible stockage objet, on va permettre de vraiment venir abaisser le coût de stockage de vos données, en l'occurrence Lina, de vos données des sauvegardes de poste. Pour revenir un petit peu sur le fonctionnement de cette fonctionnalité, hein, donc pour les organisations, je le redis, hein, l'idée c'est de faire vraiment profiter de l'avantage compétitif qu'offre le stockage objet S3 pour vos sauvegardes de poste, réduire le TCO. Il y a des petits commentaires comme quoi la présentation n'est pas en grand. N'est pas en grand. Ah. Pour moi, elle est en grande aussi. Ouais. Ok, chez moi. Ok. Bon, bah, c'est bon. Désolé, Geoffrey. Ok, super. Merci de vos retours. Donc, il y a vraiment ce bénéfice de coût hein, qui est important en sélectionnant une target objet. Et de la même manière que du fonctionnement Lina 5, Lina 6, toutes vos données qui vont être stockées sur S3 vont être dédupliquées à la source. Et donc, on va encore gagner en espace de stockage. Au niveau des compatibilités, aujourd'hui, on va adresser n'importe quel cloud de type S3. Donc, j'ai cité AWS, OVH, Wasabi. Il peut y en avoir d'autres. Et les stockages on-prem plutôt cloud privé. Aujourd'hui, on va avoir une compatibilité avec les stores Scality, Quantum Active Scale, la partie Ocean Store de Huawei et Linaio pour les stockages objets on-prem privé. Donc ça, voilà. Vraiment, l'idée hein, de cette fonctionnalité, c'est profiter également de la sécurité des données qu'on va stocker sur S3. La simplicité également, souvent, on montre que voilà, configurer l'accès aux données sur S3 s'avère parfois plus simple que d'adresser du disque classique. Et vraiment, l'argument massue, c'est réduire le coût de stockage de ces données de backup de poste en pouvant vraiment stocker utiliser du stockage objet en destination de sauvegarde. Pour le MSP également, hein, ça fonctionne quasiment le même argumentaire, hein, et vous savez que on essaye de développer l'axe MSP autour de Lina. Donc on a pas mal de demandes pour simplifier la gestion MSP. Ici encore, hein, le gros avantage pour un MSP avec son infra, c'est de pouvoir utiliser et mutualiser son stockage objet avec ses offres de services. Donc, il va pouvoir sauvegarder toutes ces données de ces différentes offres de services sur son stockage objet. Et en découle une augmentation possible de ses marges en réduisant ses coûts d'infra. Ici aussi, donc, la compatibilité reste la même. Hein, si le MSP dispose de son infra, on parle de Scality, de Quantum, du Huawei. Les principaux stockages S3 du marché vont être bien sûr supportés. J'avance un peu. La réplication également, tout le monde ne l'utilise pas, mais c'est vraiment important pour pouvoir avoir un niveau de résilience
j'allais dire, maximale et éviter la perte de données. La réplication de l'environnement Lina peut, elle, également se faire vers un stockage S3. Donc, on va pouvoir disposer d'une copie intégrale de son environnement de sauvegarde Lina sur un stockage objet. Je l'ai mis avec une petite icône, mais voilà, l'idée encore ici, c'est de réduire le coût de la copie répliquée. Et en cas d'incident sur le stockage primaire, pouvoir récupérer ces données depuis le stockage secondaire. La réplication, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Alors, je sais que ça a un coût et souvent, voilà, sur les versions précédentes de Lina, on nous expliquait que le coût était assez important. Aujourd'hui, voilà, ça va permettre cette prise en charge de la réplication vers S3 de vraiment baisser ce fameux coût de revient en proposant voilà, de pouvoir répliquer directement vers du stockage objet. Donc ça, je répondrai, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas le chat, mais allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus techniques sur la partie stockage S3. On a notre expert Mathieu qui s'en charge. Les restaurations, on a pas mal travaillé également sur Lina 7 sur les temps de restauration. Et on a réussi à atteindre des chiffres plutôt intéressants. Si on compare par rapport à Lina 6.1, on arrive à des restos côté agent 2 à 3 fois plus rapides. Donc ici encore, l'idée, on est toujours dans cette volonté de performance, d'amélioration de la solution en continu. On prend en compte toutes vos remontées et la vitesse de resto était l'une d'entre elles. On avait un besoin de ce côté-là. Et les équipes ont pas mal travaillé. Aujourd'hui, voilà, ce que j'affiche à l'écran, c'est vraiment des temps de resto divisé par 2, par 3 versus Lina 6. Et ce qui va permettre donc, voilà, de mettre à disposition les données restaurées beaucoup plus rapidement. Pour les MSP également, on va pouvoir remettre à disposition des clients finaux les demandes de resto, et en tout cas les données beaucoup plus rapidement en version en Lina 7. Et par ailleurs, voilà, on essaye de limiter l'empreinte réseau que va demander Lina pour ses restaurations. Donc voilà, quelque chose vraiment, cette partie-là a vraiment été vraiment travaillée. On obtient des résultats vraiment impressionnants sur les temps de resto côté Lina 7. Toujours partie resto, une petite amélioration. On a mergé les différents jetons de restauration. Donc on avait précédemment un jeton pour la resto croisé, un jeton pour la resto web. Toujours dans cette idée de simplifier, de fluidifier l'usage de la solution. Maintenant, c'est un seul jeton qui va permettre l'attribution des droits de restauration. Et là encore, que ce soit pour les administrateurs ou pour les gestionnaires de parc MSP, c'est un gain de temps important et une souplesse à l'utilisation de la solution. En tout cas, côté Atempo, on essaye de développer. Je crois que d'ailleurs, il y a une petite instant démo, on vous montrera à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Les rapports de resto, les rapports de consommation, pardon. Donc ça, c'est plus une partie qui va intéresser nos clients MSP. On a permis au serveur d'automatiquement remonter la consommation des agents par le serveur avec des rapports qui nous sont envoyés. Du coup, on va vraiment, l'idée là, c'est de simplifier la facturation autour de nos clients MSP. On va être sur une consommation au réel. Voilà, on évite, ça peut arriver des erreurs de déclaratifs, des erreurs de conso. Et avec toujours cette volonté également de
de mettre en avant des nouvelles fonctionnalités côté MSP, usage en mode MSP de la solution Lina. Et on savait que c'était quelque chose de très important pour nos clients MSP. Aujourd'hui, voilà, dès la version Lina 7.0, on aura donc du coup la possibilité de faire remonter des rapports de consommation automatiquement, ce qui va beaucoup aider la gestion en mode MSP de la solution. Hop, j'avance. Partie sécurité maintenant. Donc, trois fonctionnalités dans ce chapitre sécurité. La prise en charge d'OpenLDAP, le passage en OpenSSL version 3 et le support d'SE Linux. On avait voilà, sur la partie LDAP un besoin de diversifier les supports d'annuaire. Donc aujourd'hui, on va être en capacité de proposer OpenLDAP, donc ça soit pour les administrateurs, et ce qui permet d'automatiser par exemple la récupération des emails utilisateurs. Côté OpenSSL, ben voilà, plutôt une mise à niveau de la partie chiffrement de la solution. Vous savez, toutes les données qui transitent à l'intérieur de Lina sont chiffrées et vont bénéficier de cette mise à niveau de la partie chiffrement pour toujours augmenter le niveau de sécurité offert par Lina. Prise en charge des environnements Linux, donc SE Linux qui arrive avec cette version 7.0. Encore une fois, vous savez, Lina est en capacité de sauvegarder des environnements Linux. Ça fait partie des améliorations pour mieux prendre en charge les environnements sous Linux. J'avance un peu. Alors, parmi les autres améliorations, on a ajouté un planificateur pour tout ce qui est tâches automatiques. J'ai indiqué la réplication et les rétentions dans mon slide. Voilà. L'idée, hein, c'est toujours, et je le répète depuis le début, on essaie de simplifier, de fluidifier, gagner en souplesse à l'utilisation de la solution. Et donc, on va pouvoir, pour des tâches automatiques, définir des plages horaires, où, par exemple, l'activité réseau est moins importante, pour pouvoir ben voilà, ajuster la bande passante et enfin, libérer de la bande passante plutôt lorsque celle-ci est nécessaire pour les utilisateurs. Et je crois que voilà, Sylvie montrera à quoi ça ressemble dans quelques instants. Mais encore une fois, ça va permettre voilà, une plus grande flexibilité à l'usage de la solution. Et que ce soit d'ailleurs pour la partie administrateur classique en final, ou même MSP qui va lui pouvoir comme ça automatiser ses tâches de maintenance. Alors, j'arrive au bout de la présentation des fonctionnalités. On va passer sur la partie un peu plus interactive, un peu plus dynamique, avec la présentation en vidéo de certaines fonctionnalités. Et je vais laisser donc la parole à Sylvie, qui va vous montrer voilà, toutes ces fonctionnalités en live. À toi, Sylvie. Merci, Geoffrey. Est-ce que donc, vous voyez bien mon écran? Donc voilà, donc la première chose qu'on remarque maintenant sur le tableau de bord de Lina, c'est que sur la tuile volume, là donc en l'occurrence j'ai choisi un stockage S3, donc j'ai le petit logo donc pour S3. J'ai toujours bien sûr les informations du ratio de déduplication avec le volume stocké et le volume restaurable, et en plus ici apparaîtra les informations sur le cache S3, c'est-à-dire qu'en fait
ça c'est une option, mais on peut choisir d'utiliser un cache disque avant d'envoyer les données sur le cache S3. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais donc ici apparaîtrait le pourcentage d'utilisation. Donc si jamais il n'y a pas de sauvegarde en cours, donc c'est normal que le cache disque soit à 0. Donc, à quoi ressemble donc la configuration du stockage S3? Donc ici, donc c'est assez simple en fait, hein. Vous allez donner juste le nom du bucket. Donc je précise que le bucket doit être préconfiguré, c'est-à-dire que l'INA ne va pas configurer le bucket pour vous. Il faut qu'il soit prêt avec les droits appropriés pour pouvoir lire, écrire, scanner et supprimer des données éventuellement. Donc vous allez fournir la région, la route d'accès et puis les infos de sécurité pour pouvoir se connecter au bucket. Et vous allez pouvoir tester votre connexion pour voir si le serveur Lina arrive bien à communiquer avec le stockage. Donc il y a un petit bouton de test ici. Et voilà, cette configuration S3 est valide. Ça veut dire que Lina va pouvoir écrire dans ce stockage et lire, enfin faire tout ce qu'il a besoin de faire pour sauvegarder les données. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, la notion de cache disque. Donc le cache disque, c'est optionnel. Ça peut être utile si jamais votre stockage S3 est assez lent pour ne pas ralentir la sauvegarde. Donc le principe, c'est qu'on donne le volume où le cache disque va se trouver et une taille. Donc là ici, je suis à 5 gigaoctets. Mais en réalité, en fait, le cache, il va être divisé en petits fichiers de 1 giga. Et dès qu'un fichier de 1 giga est plein sur le cache, on l'envoie vers le stockage S3, ou si le fichier de 1 giga a été créé depuis plus de 5 minutes, et qu'il est en attente et qu'il n'y a pas de nouvelles données, on l'envoie aussi vers le stockage S3. Donc, si le cache est plein, si pour une raison on remplit le cache plus vite qu'on ne peut écrire sur S3, dans ce cas-là, on va poser la sauvegarde jusqu'à temps qu'un fichier se libère. Parce que dès qu'un fichier est envoyé vers S3, il est libéré sur le cache. Voilà. Ensuite, que je voulais vous montrer, du coup, c'est la possibilité de faire des planifications, ce que Geoffrey a mentionné tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, donc, on peut planifier des tâches automatiques. C'est-à-dire c'est des tâches que normalement le serveur choisit de faire quand il le souhaite. À partir de maintenant, vous allez pouvoir les planifier pour choisir des horaires qui vous conviennent à vous. Donc, les 3 tâches que l'on peut planifier aujourd'hui sont le compactage. Donc, le compactage qui permet de réorganiser le stockage pour qu'il soit plus efficace. Ensuite, la purge, ça c'est lorsque des données ne sont plus utiles parce qu'elles ont été rétentionnées. C'est la tâche de purge qui se charge de mettre en place ce process. Et enfin, la réplication, c'est pour le cas où vous avez choisi de répliquer vos données, c'est aussi une tâche automatique en fait. Donc, là, ce que je vais faire, pour le compactage, par exemple, je vais choisir de l'activer uniquement le week-end, puisque ce n'est pas quelque chose que je veux qu'il se passe pendant toute la semaine. Voilà, j'enregistre. La purge, je vais l'autoriser uniquement le matin, pendant la semaine. Hop. Et enfin, la réplication, je vais l'autoriser uniquement en fin de journée, pour ne pas venir rentrer en compétition avec l'utilisation de ma bande passante pendant la journée. Voilà. Et ensuite, on peut avoir une vue donc, hebdomadaire qui nous indique pour chaque process à quel moment il va pouvoir se passer. En fait. Donc ça vous permet de réguler un petit peu la charge de votre
votre réseau et du CPU. L'autre élément donc, que je voulais vous montrer, c'était sur les jetons de restauration. Donc les jetons de restauration, vous pouvez les choisir soit de manière universelle, c'est-à-dire qu'ils seront valables pour tous les agents dans votre parc, y compris les agents futurs que vous créerez au fur et à mesure. Donc dans ce cas-là, vous choisissez cette option-là. Et sinon, vous pouvez choisir pour quel agent le jeton sera efficace. Alors, la validité, soit c'est illimité, soit vous choisissez une date de fin de validité, soit une période, un jour ou 3 mois par exemple. Et là, vous allez choisir quel type de restauration vous pourrez effectuer avec le jeton. Soit des restaurations croisées, soit des restaurations web, soit les deux. Donc c'est l'une ou l'autre, ou les deux. Oui, du coup, je vais partir sur un jeton universel. Voilà. Et donc mon jeton est là avec la validité que j'ai choisie. Bon, voilà, c'était à peu près les 3 nouvelles features que je voulais vous montrer à quoi elles ressemblent dans l'interface. Okay. Maintenant, je pense qu'on peut... je vais repasser la main à Geoffrey. Pour récapituler, donc, merci Sylvie. L'INA 7, hein, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse partie réduction des coûts avec cette prise en charge des stockages objets en target de sauvegarde. Voilà, possiblement, enfin, une augmentation de la marge pour les MSP qui l'utilisent voilà, dans leur offre de services de sauvegarde de poste. Plus de sécurité, hein, le passage OpenSSL 3, OpenLDAP, SE Linux, et des performances toujours améliorées. Les restos, voilà, des restaurations beaucoup plus rapides. De la réplication aussi vers le cloud possible, de la maintenance simplifiée, automatisée. Ce que je voulais ajouter aussi pour terminer avant de répondre à toutes vos questions, on est vraiment à l'écoute et on prend du temps pour analyser toutes vos remontées, les remontées clients, les remontées partenaires. On prend en charge dans nos roadmaps et c'est ce qui fait la force aussi d'Atempo avec cette proximité qu'on peut avoir avec vous. N'hésitez pas à nous faire remonter vos demandes d'amélioration, de customisation, si vraiment on est vraiment à l'écoute. Toute l'équipe Lina Atempo est à l'écoute. Donc vraiment, c'est comme ça que je terminerai le webinaire. N'hésitez pas à nous faire toutes vos remontées. J'ai vu pas mal de choses déjà dans le chat ou dans les questions. Donc on va prendre maintenant du temps pour répondre à toutes ces questions. Hop, c'est l'heure des questions. Alors. Il y a eu pas mal de questions déjà dans l'onglet questions qui ont été répondues. Même si certaines ont déjà eu des réponses, mais c'est peut-être pas mal de les partager avec tout le monde. Dans le chat également. Mathieu, tu veux recommenter les réponses que tu as faites sur le sujet du S3 ? Oui, bonjour à tous, tout à fait. Oui, différentes questions auxquelles j'ai répondu. Néanmoins, je voulais en fait remettre en lumière quelque chose de très important, à savoir que, oui, on peut bien sûr avoir une cible S3 qui est on-premise, hein, une appliance S3, que ce soit par exemple un Quantum ActiveScale ou n'importe quelle autre plateforme sur place qu'on peut adresser directement. C'est pas uniquement du cloud public. Peut-être aussi préciser qu'il sera également possible de migrer, en fait, si vous avez déjà un serveur existant avec des données qui sont sur du disque local et que vous voulez switcher vers un stockage S3, ce sera possible en fait avec la version 7. Donc vous pourrez
switcher vers le S3 et transférer les données existantes du disque vers le S3 également. Bien sûr, c'est géré, on n'est pas obligé de repartir de zéro parce que ce serait quand même un petit peu un non-sens. Donc, ce passage de la partie legacy disque vers du S3 est bien sûr possible. Une question de Jérémy. En stockage S3, il existe plusieurs offres chez OVH, par exemple, standard, high performance ou standard object storage. Quel choix se prendre? Il faut étudier, je pense, de votre côté, celui qui vous correspond le mieux. Et en fonction, je pense que le prix ne doit pas être le même non plus, hein, peut-être entre les différentes options. Question de Damien aussi, à quoi correspond MSP? Ça veut dire Managed Service Provider, oui. Désolée d'utiliser un peu du jargon. C'est vrai, donc ça c'est pour pouvoir offrir un service de sauvegarde finalement. C'est-à-dire qu'on délègue toute la gestion de la sauvegarde à un partenaire qui s'occupe de tout. Voilà. Plutôt que d'avoir une installation liée à l'entreprise. C'est un service plutôt qu'un environnement de sauvegarde. Voilà, c'est ce qu'on utiliser l'INA en service infogéré. Je voulais revenir aussi sur la disponibilité. Donc l'INA 7.0 est disponible dès aujourd'hui en version control release. Donc le control release, on va vous accompagner, il faut faire la demande auprès de notre support et on va vous accompagner dans l'installation, dans la mise en production. Et on la rendra disponible en version GA, disponible sur le portail directement à Tempo, fin décembre. Donc voilà, aujourd'hui, la version est déjà accessible sur simple demande auprès du support à Tempo. Pour la réplication, est-il obligatoire d'avoir un serveur sur l'infra S3? Non, pas à ma connaissance. On peut répliquer sur un serveur classique, disque on-prem. Ça dépend si on veut utiliser du stockage S3. Oui, que le serveur, effectivement. Ah oui, non, pardon, j'avais pas compris, j'avais mal compris. Peut-on définir un bucket S3 par tenant? Non, c'est pour l'instant pas possible. En fait, il y a un seul stockage S3 possible. Okay. Bon. Avez-vous amélioré la customisation des mails envoyés aux utilisateurs? Alors, c'est prévu, mais ce n'est pas dans la version 7.0, désolé, parce que c'est vraiment consacré au S3, mais c'est tout à fait dans les priorités pour la version suivante. Concernant l'Object Lock, donc dans cette première version, nous, on n'a pas implémenté l'Object Lock. Et ça, c'est aussi prévu pour notre prochaine version. Ouais. On a encore quelques minutes. Voilà, date de la sortie de la V7, j'en ai déjà parlé. Est-ce
Est-ce qu'on a fait le tour? En tout cas, enfin, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. De toute façon, on prendra le temps pour répondre, même si ça intervient après la fin de ce webinaire. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à ce webinaire. Et on voit que voilà, il y a pas mal d'attentes côté Lina. On espère que voilà, cette version 7 va vous plaire. En tout cas, et je le répète, la version disponible, si vous voulez essayer, tester, faites une demande auprès du support à Tempo. On reviendra vers vous, on vous accompagnera dans la mise à disposition de la version. Merci à tous, merci Cécile, merci Sylvie, merci Mathieu qui était à la technique. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous.